ville aux 7 collines. Nîmes, par la richesse architecturale de ses vestiges, contient dans ses murs l'une des grandes leçons de l'histoire romaine. Il y a la maison carrée, il y a les arènes, mais la ville abrite également la célèbre fontaine et ses bains qui rappellent aux hommes les réalités de la vie antique. Deux éléments contribuaient alors au développement normal d'une cité, le site de préférence défensif et l'eau pour survivre. L'agencement des jardins qui entourent la fontaine, œuvre de Maréchal, remonte au XVIIIe et constitue également un pôle d'attraction pour les amateurs d'histoire ancienne et tout simplement les amoureux de l'art. Mais il est des mystères qui ne se nourrissent pas uniquement d'histoire ancienne ou de légendes. L'origine des eaux de la fontaine est de cela. La première exploration sérieuse débutait en 1966. Son but, deviner l'origine des sources et mettre ainsi fin ou confirmer les hypothèses avancées par quantité de spécialistes à travers les siècles. Bref, éclaircir le mystère. Le responsable de l'opération, Jean-Pierre Monteils, évoque d'ailleurs la première phase des travaux. La vasque que nous voyons ici, qui se trouve en période de hautes eaux, cache derrière elle, au fond d'elle exactement, un très gros réseau karstique. Dès 1966, nous avons eu l'idée, parce que nous sommes des spéléologues nîmois, d'essayer de voir, par une technique qui nous est chère, qui est le pompage, d'essayer de voir ce qu'il y avait derrière cette vasque, derrière ces eaux. Bien sûr, il y avait eu des expéditions antérieures, mais qui ne disposaient pas des moyens techniques modernes que nous avons actuellement. Et donc en octobre 1966, comme je le disais, nous avons entrepris d'assécher cette fontaine. Nous avons fait une pénétration de 100 mètres cette année-là. Nous avons repris en 1967. Et nous nous trouvons actuellement, après la plongée de 1969 et après l'expédition Nemosa 5 de 1900. De tout temps, la fontaine de Nîmes a posé des problèmes aux Nîmois. En 1966, l'association spéléologique nîmoise a décidé d'entreprendre le pompage de cette source. Donc, nous avons commencé par vider la vasque en ouvrant la vanne du bâtard d'eau qui se trouve ici. Puis, nous avons mis des pompes dans cette vasque. Baptisée Nemosa II, elle empruntait le nom ancien donné à la source par un poète du IVe siècle après Jésus-Christ. L'opération avait reçu l'appui des personnalités de la ville, intéressées par les connaissances qu'elle pourrait apporter, et aussi l'aide bénévole de quelques jeunes spéléos passionnés par l'aventure. La spéléologie est une conquête difficile. Sur l'élément inconnu et ses traîtrises, sur soi-même aussi, puisque plongeurs et explorateurs sont constamment confrontés aux dangers inhérents aux explorations quelles qu'elles soient. Le travail préliminaire est particulièrement aride. La passion des jeunes spéléos n'avait pas de frontières. Des affiches apposées par les responsables de Nemosa 2 et 3 provoquaient l'arrivée d'autres jeunes qui consacraient leurs vacances, leurs jours de congé ou leur permission militaire à la fontaine de Nîmes. Une équipe de spécialistes, spéléos entraînés, plongeait sous les siphons pour effectuer des relevés aussitôt couchés sur les plans. En 3 ans, le club nîmois avait déjà conquis des rivières souterraines et de longues galeries jamais atteintes auparavant. L'ingénieur Latour explique. Ici, nous avons un puits d'accès qui se trouve à proximité de la vasque, par lequel nous avions aussi installé une pompe immergée. Allez, vite, on y va. Hein. Voilà. Oh, on envoie la pompe, hein? Ouais, tu vas. Allez, renvoyez la pompe. Renvoyez la pompe. Allez, allez. Allez, allez-y. Bon, allez, envoyez. Doucement, hein? Doucement. Excusez, je suis hein? Allez-y, doucement. Là, c'est bon, envoyez. Ça descend bien, hein, doucement. Mais de nos jours, le travail de surface et l'exploration souterraine sont rendus possibles par une organisation parfaite à tous les échelons. Sitôt reconnus, galeries et rivières étaient éclairées. Les jeunes spéléos nîmois vivaient autour de leur fontaine. Nuit et jour, ils surveillaient le niveau des eaux, réparaient les installations, modifiaient le système compliqué de pompage souterrain, surtout lorsque l'on connaît le principe des vases communicants sans pour autant deviner où se situe le réservoir principal et les sources d'alimentation.
Une fois asséchées, les galeries ne livraient pas pour autant leurs secrets. Divers points d'eau d'alimentation secondaire, aux siphons infranchissables, multipliaient les difficultés. Dès qu'une dalle apparaît, une équipe descend et installe l'éclairage électrique dans la galerie, de façon à permettre un travail beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace. Un géologue bénévole, M. Guilhem Fabre, aidait à la connaissance des terrains repérés, mesurait l'intensité du débit en différents endroits et expliquait ensuite ses recherches aux jeunes. Un système de radiotéléphone permettait un encadrement systématique des salles explorées. 40 ampères. 40 ampères. La pompe tourne normalement. Elle a dû se désamorcer. Il faut envoyer d'urgence une équipe au fond. D'accord, ne t'affole pas, on t'envoie des gants secours de toute urgence. Terminé. Debout, allez. Vite, debout. Il se passe quelque chose en bas. Oh! Au moindre indice de variation de débit, de nouvelles pompes étaient mises en action ou vidaient les poches qui gênaient la progression. Un travail de mineur de fond en quelque sorte pour tous ces volontaires de la découverte, travail d'équipe surtout, chacun ayant conscience de ses responsabilités. Depuis 1966, grâce à l'énergie et à la passion du club de la ville, en 4 ans donc, Nîmes a appris sa fontaine en suivant les méandres de sa source principale. En 1967, la source avait dissipé une grande partie de son mystère. En 1967, nous envisageons d'assécher ce siphon qui nous avait arrêté l'année précédente. Alors nous installons des pompes ici et ce siphon baisse très rapidement et dès que la voûte se désamorce, une équipe franchit ce siphon et va installer l'éclairage et nous amenons ici une série de pompes pour assécher ce nouveau siphon. L'eau baisse assez rapidement, mais le plan d'eau devient de plus en plus important et le niveau semble se stabiliser. À une salle principale a été donné le nom de Félix Mazory, spéléologue nîmois du début de ce siècle. Le 5 octobre 1966, à 9h30, la première exploration complète de cette salle a pu enfin avoir lieu. Déversée au bassin de Vacquerolles, au nord-ouest de la ville, la fluorescine apparaissait 27 jours plus tard à la fontaine. Les équipes qui se succèdent sur ce plan d'eau disent ça siphonne toujours. Pourtant, nous équipons quand même un éclairage électrique. Les canaux pneumatiques circulent toujours sur ce plan d'eau. Et au bout de ce plan d'eau, un tout petit passage qui laisse environ 30 cm entre l'eau et la voûte. Ce passage est franchi en canot pneumatique dans des circonstances très éprouvantes, puisqu'il n'y a que 30 cm, il faut se mettre à plat ventre dans le canot. Les équipes qui arrivent ici trouvent une cascade très belle de 8 mètres de haut. Cette cascade est remontée à grand-peine. Et puis nous trouvons derrière l'éternel plan d'eau qui continue. Et au fond, le siphon terminal qu'il sera impossible de franchir ou de pomper étant donné l'éloignement avec la surface.
Après avoir pompé 300 000 mètres cubes d'eau, 400 mètres de rivière et galeries pouvaient être enfin équipés. Nemoza 5 vient de se terminer. L'énigme est en partie résolue. Dernier obstacle, la galerie nord. Le but de l'exploration 70 était la visite de cette galerie nord que nous avions laissée de côté les autres années. Après avoir parcouru un plan d'eau de 20 mètres de long, nous trouvons un siphon que nous asséchons avec des pompes de 30 mètres de long. Derrière, une galerie de 180 mètres, puis un nouveau siphon que les plongeurs explorent, que les plongeurs visitent. Et le siphon suspendu, alors qu'est-ce que ça donnait là? Parce que tu y allais juste avant, quoi, avant de plonger dans celui-là. Bien, le siphon suspendu, c'est un siphon qui fait environ 80 cm de diamètre, 20 mètres de long. Il garde toujours ses dimensions après le siphon. Et j'ai parcouru encore une centaine de mètres pour arriver de nouveau sur un autre siphon. Mais plus possible de pouvoir continuer là-dedans pour une bonne raison, c'est qu'il me fallait transporter les bouteilles dans des conditions vraiment dangereuses et fatigantes. Alors au total, on peut compter sur 350 mètres exactement, 250 mètres à l'extrême galerie nord et 120 mètres dans la galerie haute. Ce réseau n'a pas encore livré la moitié de son secret. Il y a énormément de travail à faire. Nous ne sommes encore qu'à la phase de début et ces explorations à la fontaine de Nîmes, certainement, auront une suite importante. Seulement, en raison des difficultés du problème, il faut chaque fois reprendre un nouveau souffle pour remettre sur pied de telles expéditions, que ce soit par pompage ou par plongée pure. L'exploit de ces jeunes qui n'ont retiré aucun profit matériel de l'aventure souterraine ne constitue nullement un fait unique. À travers leur passion commune s'exprime une certaine idée de la jeunesse actuelle. Et grâce à eux, Nîmes connaîtra cette année peut-être les caprices de la source La Fontaine. Avant d'explorer la source, les spéléos doivent pomper l'eau qu'elle renferme. Une pompe à gros débit est immergée pour vider la vasque et les premières galeries. Allez-y.
descendre des tours, on va voir si c'est bien calé, et après on décroche. Ok. Stop. Viens voir. Par rapport à après, on a des sacs. Il va falloir la tirer après dans la galerie. Ouais, je vais la tirer là-bas sinon on est là. Déroule là-bas, on va faire la défiler là. Je vois de la corde. De la corde. C'est quoi que tu veux? Une sangle, disons. Si la crépine elle remonte, ça plus à la sangler sur. Ah bah alors c'est une bonne idée. Par contre, il faut nous la commande, il ne faut pas nous demander. L'eau de la source est refoulée dans une galerie romaine avant de rejoindre le canal de la Fontaine. Un hydrogéologue assure l'aspect scientifique de l'expédition. Il effectue ici des relevés d'eau à la sortie des tuyaux de refoulement. Alors là, après, c'est pour les sols, non? Après, l'eau qui passe, c'est pour l'analyser après. C'est pour l'analyser. Le camp est installé près de la source pour veiller jour et nuit au bon fonctionnement des pompes. Mais après derrière, toutes les galeries qui étaient à -3, -4. Elle va être tombée. Alors bonjour le gars. Sur le plan de la caverne, un spéléo nous explique le déroulement de l'expédition. Le trait hachuré représente le niveau permanent de l'eau dans la vasque de la fontaine. La première phase de l'opération va être de pomper l'eau de la vasque afin d'exonder la galerie masurique, de permettre la progression à pied jusqu'au siphon 66, siphon qui va être désamorcé pour permettre la progression jusqu'au siphon 67, siphon 67 qui va prendre plus de temps car il contient beaucoup d'eau, va être désamorcé. Une fois le siphon 67 désamorcé, nous continuons, passons le seuil, un point haut, puis nous désamorçons le capou. Une fois le capou passé, nous retrouvons le réseau nord qui a déjà été exploré. Nous continuons, une cascade qui va poser des problèmes de portage à cause d'une forte pente. Puis nous allons arriver au siphon 1970, dernier siphon à avoir été exploré. Nous allons pomper partiellement le siphon 70 et là va démarrer réellement l'aventure Nemosa 12. Après 24 heures de pompage, la vasque est vide. Les archéologues en profitent pour faire des fouilles et des relevés.
Oui, vouloir raconter l'histoire de la fontaine de Nîmes, c'est un peu refaire l'histoire de Nîmes, de la ville elle-même. Hein, parce qu'on peut proposer comme hypothèse de travail que si la ville de Nîmes s'est développée, s'est installée à cet endroit-là, c'est qu'il y avait de l'eau, et l'eau sort de la montagne à un endroit bien précis, bien particulier. Donc l'eau a fixé une population, et de tout temps, depuis l'époque préhistorique, proto-historique, gallo-romaine, médiévale, contemporaine, l'homme a pu utiliser une partie des eaux souterraines pour sa survie. Il faut savoir que le musée archéologique de la ville de Nîmes possède des inscriptions et que Némosus était peut-être une divinité celte. Et par extension, Némosus a donné peut-être son nom à la ville de Nîmes. Mais c'est à prendre un peu avec prudence parce que malgré les quelques rares documents épigraphiques archéologiques, la légende est en train quand même de prendre un peu le dessus. Dans la grotte, 150 mètres de galeries sont exondés. Les spéléos installent leur matériel jusqu'au siphon 67, qui est le deuxième obstacle important sur leur progression. C'est désamorcé ou quoi? C'est désamorcé? La retenue, on va voir. Allez, la retenue. On envoie. On envoie doucement. On envoie. Allez, la retenue, vous lâchez doucement. Allez. Allez, la retenue. Allez, la retenue, on envoie. Lâchez-nous la retenue.
Le siphon 67 a nécessité 3 jours de pompage pour être vidé. À présent, le prochain objectif est le passage du Capoue. Sur les pieds, les pieds, les pieds. À son tour, le passage du Capoue est désamorcé et ouvre la voie jusqu'au siphon 70. La cascade du réseau Nord nous offre un spectacle féerique. Avant d'atteindre le trou du Yéti et le siphon 70, la grande cascade doit être franchie à l'aide de cordes. Des pompes vont être placées dans le siphon 70 pour tenter de le vider.
Alors que le siphon 70 ne baisse que faiblement, un plongeur parti seul en pointe trouve une suite au réseau situé derrière la trémie noyée. Il raconte sa découverte pendant le repas du soir. Et je suis arrivé sur le terminus Pénèze en retrouvant son fil au bout. Et d'ici, toujours en galerie exondée, j'ai retrouvé une galerie qui repart plein nord. Et après, il y a un petit puits qu'il faut descendre avec une échelle, un truc comme ça, et puis ça replonge. À partir d'ici, j'ai besoin de monde et de matériel. Je repars tout à l'heure avec 2 plongeurs. Les plongeurs explorent le nouveau réseau et poursuivent les découvertes dans les siphons amont. Et tu sais que si on pouvait, on pourrait grimper là-haut, là. On pourrait les fuir ensemble. Il se mouille. Oh ouais, ouais. Alors c'est ma chaîne qui lui passe le mouille. Alors on pourrait dire ainsi que...
L'ensemble du réseau étant accessible à pied sec jusqu'au siphon 70, les scientifiques effectuent des relevés géologiques et hydrologiques. Emile, tu sais ce que c'est ce truc-là? De la bilonite. La pluie qui tombe depuis plusieurs heures amorce une crue souterraine. Devant ce danger imminent, les spéléos décident de rapatrier le matériel et de se replier vers l'entrée.
La crue a mis fin au pompage, mais d'importantes découvertes ont été effectuées durant cette expédition. Deux responsables de Nemosa 12 font le point sur ces découvertes. On a eu un petit problème hier soir avec la crue qui nous a mis... La fontaine a repris ses droits, mais je crois qu'on va ramener pas mal d'éléments, soit en plongée, soit scientifiques, prélèvement d'eau, géologique. Et je crois que ça sera quand même positif. Dans la partie découverte, il y a un certain nombre de galeries qui ont été inventées pendant le pompage. Une partie de 150 mètres actuellement est topographiée, peut-être un peu plus, même 300 mètres. Il en reste, ce qu'on peut estimer à 400 ou 500 mètres qui n'ont pas été topographiés. Et dans de nombreux cas, il y a arrêt sur rien, donc les pointes vont se poursuivre. Alors on peut noter aussi que dans l'une des cavités, dans l'une des galeries qui ont été découvertes, Serge Gilly a trouvé des poteries dont on ne sait pas encore exactement ce qu'elles sont. Et ça va être là encore un gros travail de façon à faire parler ces poteries, à obtenir un maximum d'informations à partir de ces éléments. Alors sur le plan de l'eau, il y a deux informations essentielles à retenir. La première, c'est qu'en fait on pompe dans un aquifère qui est excessivement capacitif, dans lequel il y a énormément d'eau, ce qui explique d'ailleurs le fait qu'on n'ait pas pu vider le siphon de la trémie. Et deuxièmement, la qualité de cette eau est tout à fait, tout à fait mauvaise qualité ou de piètre qualité, ce qui va, du moins je l'espère, entraîner une certaine réaction. Et qu'en est-il de Nemosus ? Je crois qu'il y a convivialité entre Nemosus et les Nîmois. Les Nîmois, au fond de chacun d'eux, un peu de Nemosus. Là. Et le Nemosus est le symbole de nous tous. Lundi 3 octobre. En quelques heures, la pluie d'une année tombe sur Nîmes et sa région. Des torrents d'eau boueuse submergent la ville, emportant tout sur leur passage. Avenue Franklin Roosevelt. Comme dans toute l'agglomération, la situation tourne à la catastrophe.
En dépit de l'isolement complet de la région de Nîmes, voies ferrées, routes, téléphones, électricité coupée, caserne et état-major des sapeurs-pompiers noyés, les secours s'organisent. Dès 9 h, d'importants renforts terrestres et aériens convergent vers la zone sinistrée. À 11 h, le plan Orsec est déclenché. Dans l'attente des 1000 sapeurs-pompiers, civils et militaires qui rejoindront Nîmes en fin de journée, les secours locaux, associés aux sauveteurs anonymes, effectueront ce lundi plus de 500 sauvetages terrestres et 140 élitreuillages.
En fin de journée, les eaux se retirent. Le bilan est lourd. 8 morts, 1 disparu, 50 blessés, 40 000 sinistrés, 3 000 véhicules détruits et des infrastructures bouleversées. Pourtant, dès le soir, un pari est pris. Rendre à Nîmes et sa région un visage habituel en moins de 15 jours. Non, et vous n'avez pas vu derrière là, la rue Saint-Dieu? Non, ils les ont pas dégagés parce que... Heureusement, hein. On a été bloqués, il y avait ça. Militaire passe actuellement pour distribuer des vivres. Voilà.